est-ce que vous devenez l'homme qui va dénoncer la torture tout le temps? Pour une raison extrêmement simple. C'est que mon père avait été torturé par la Gestapo en 1944. Que lorsque j'ai été au palais de justice après la libération, dans une cérémonie d'hommage aux avocats morts pour la France, comme on disait, morts en déportation ou fusillés, le bâtonnier a lu le témoignage d'une avocate marseillaise qui avait assisté aux tortures infligées à mon père. On le faisait danser en quelque sorte avec des coups de canne. Je n'ai jamais oublié cette séance. C'est ce jour-là que j'ai en somme appris que la torture pouvait me toucher de près. Et lorsque j'ai su qu'en Indochine, à Madagascar et ensuite en Algérie, on employait ce même genre de procédé, moi qui étais un patriote français, ça m'a indigné en tant que patriote, en tant que fils de victime et en tant que français tout court. D'où ma focalisation effectivement sur la torture. Alors je n'étais pas assez naïf pour croire que la torture n'avait aucun lien avec la colonisation, mais c'était ce point-là qui me paraissait devoir soulever. Pour moi, la question la plus importante était de savoir si cette torture était une torture accidentelle ou une torture d'État. Et c'est ça qui est devenu au centre de mon œuvre écrite dans ce domaine. Ça a été d'où le titre « La raison d'État » et d'où ensuite le petit livre que j'ai écrit pour un éditeur anglais qui s'appelait Torture Cancer of Democracy, Torture cancer de la démocratie, et qui est devenu 10 ans après en France La torture dans la République. Encore un titre génial de Lindon. Moi j'avais dit la torture et la République, il a dit non, la torture dans la République comme le ver dans le fruit. En 1957, nous avons fondé le comité Maurice Audin. Il y avait là-dedans des communistes, j'en citerai deux, parce que leur nom est resté connu. Crouzet, Michel Crouzet, qui appartenait à une famille très à gauche et qui lui-même était un communiste pur et dur, et Luc Montagnier, qui devait s'illustrer dans la découverte du virus du sida. Tous deux étaient des communistes assez orthodoxes à l'époque. Et le problème vis-à-vis du Parti communiste, c'était de savoir si nous étions autonomes ou pas. Et sur ce point, les communistes du comité Audin, en général, ont été loyaux, c'est-à-dire qu'ils ont défendu bec et ongles l'autonomie du comité Audin par rapport au mouvement de la paix. Les communistes rêvaient... Le mouvement de la paix étant le grand mouvement des communistes. Oui, et complètement contrôlé par le Parti communiste. Madeleine Rebériou, par exemple, a été accusée par des dirigeants communistes de dévier le mouvement des masses sur le comité Audin. Nous ne voulions pas de contrôle. Et il y a eu des épisodes un peu dramatiques, par exemple lorsque nous avons décidé d'intenter pour notre compte un procès à la Voix du Nord qui avait déclaré que nous avions raconté des salades sur l'affaire Audin. Et le Parti communiste a essayé de nous empêcher de mener cette action. Oui, pourquoi? Parce que ça nous mettait, nous étions 4, et ça nous mettait en position d'être autonomes, justement. Il n'y est pas parvenu. Vous étiez un petit comité en face du plus puissant parti de France, oui, et vous refusiez d'en tenir compte et de faire allégeance. Absolument, parce que nous considérions que nous devions à tout prix être autonomes. Le principe du comité Audin, c'était on entre dans le comité et on laisse à la maison son parti politique. Moi-même, j'ai été dans un petit parti qui s'appelait l'Union de la gauche socialiste et qui a été ensuite le PSU. On laisse tout ça à la porte, on ne demande son avis à personne, nous décidons par nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait.
Et le résultat a été l'énorme prestige que nous avons eu dans le monde universitaire, parce qu'ils savaient que nous étions totalement indépendants. Et qu'est-ce qui est sorti de ce comité Audin et de toute votre action? Ben, il est sorti des livres d'abord, comme La raison d'État, comme Sans commentaire, comme l'affaire Audin. Il est sorti aussi l'idée que la torture devait être condamnée inconditionnellement, quels que soient les auteurs et quels que soient les bourreaux. Alors je citerai une scène particulièrement cocasse, si je puis dire. En octobre 61, le comité Audin a publié un communiqué condamnant les tortures infligées aux gens de l'OS. Et Maître Borker, avocat de Mme Audin, entre autres, me téléphone et me dit Vidal-Naquet, j'apprends que le comité Audin aurait, je dis bien aurait, envoyé un communiqué condamnant les tortures qui auraient, je dis bien auraient, été infligées aux gens de l'OS. Alors je dis, mais on vous a dit la vérité, je vais vous lire ce communiqué qui a été publié dans Le Monde, m'a valu un bon point dans le journal La Nation française, que vous connaissez un peu, et dans Carrefour, qui est l'organe de l'OS. Alors, je lui ai lu ce communiqué, et Borker m'a répondu, je ne comprends pas que des gens qui depuis des années luttent contre la torture puissent signer un communiqué pareil. Tandis que je ne comprends pas que des gens qui depuis des années luttent contre la torture continuent de lutter contre la torture. L'une était acceptable et l'autre pas. C'est ça. Pour nous, c'était impossible et nous avons développé cette action. Raoul Girardet m'a envoyé tout un dossier sur les tortures infligées aux gens de l'OS. J'ai publié ce dossier intégralement dans Esprit. Au sortir de la guerre, Raymond Aron m'a dit « Vous avez été courageux ». Alors je lui ai dit « Mais vous savez que nous avons aussi dénoncé les tortures infligées aux gens de l'OS ». « Bien entendu, m'a-t-il dit. Autrement, je ne vous dirai pas que vous avez été courageux. » Vous dites la guerre en parlant de la guerre d'Algérie, comme si c'était vraiment... C'est la guerre de ma génération. Oui. Vous ne l'avez pas vécu comme une guerre. Je l'ai vécu comme un drame, une tragédie, si vous voulez. Ce que Aron, justement, appelait la tragédie algérienne. Est-ce que votre activité est complètement différente avant l'arrivée de Gaulle au pouvoir, disons le 13 mai 58, avant De Gaulle et après De Gaulle? Non. C'est autre chose? Nous avons continué. Nous avons continué. On se doutait bien, dans notre fort intérieur, que De Gaulle allait traiter les comités de salut public comme il avait traité les comités de libération en 1944. On s'en doutait. Mais on avait pour principe qu'il fallait continuer. Et pendant l'été de 1958, nous avons préparé une petite brochure qui s'appelait « Nous accusons ». Le manuscrit de cette brochure, la dactylographie de cette brochure a été envoyée au général de Gaulle comme président, en sa qualité de président du Conseil, et à René Coty. De Gaulle a répondu par un mot signé de sa main, qu'il a adressé à Michel Crozet, dans lequel il disait que ce dossier sera transmis sans délai à la commission de sauvegarde. Et quelque temps après, nous l'avons publié. Il a été aussitôt saisi. Nous l'avons republié en numéro de journal, témoignage et documents, avec la photographie de la lettre de Gaulle. Ça a été republié et ça a été ressaisi. Ce qui fait que De Gaulle a fait saisir en quelque sorte De Gaulle. Vous vous sentiez en guerre avec l'État dans toute cette période? Ah oui, on se sentait en grosse difficulté avec l'État. Encore une fois, il s'agissait pour nous de montrer que la responsabilité de l'État était engagée. Qu'est-ce que, passer du statut de jeune professeur de lycée ou déjà assistant en fac, à tout d'un coup le statut de, je sais pas moi, de porte-parole de la révolte contre le gouvernement, vous éprouviez quoi?
Le sentiment, une sorte d'envie de gloire au sens cornélien ou péguiste du terme. Carrément. Oui. Mais l'idée que vous deveniez quelqu'un d'autre que... Oui, non, mais je veux dire, je voulais, en quelque sorte, marquer mon époque. C'est très naïf de dire ça, mais c'était ça que je ressentais. Dans tout ce que je faisais, je n'oubliais jamais que j'étais historien et que par conséquent, il fallait que je m'identifie à la vérité.